Bonjour à tous, Bonjour, ça va? très bien, On est encore en studio, littéralement. c'est ça. On aime bien, hein. On est à l'aise ici, on est bien traité. Au fond, en même temps, je suis ton mari. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a été largement demandé dans nos DM respectifs. Il s'agit des complications de grossesse. Oui. Alors, on va commencer. Je vais commencer par quand même nuancer tout ça en disant le postulat de départ, c'est qu'une grossesse, en général, dans la majorité des cas, Dieu merci, ça se passe bien. Très bien. Ok. Donc il ne faut pas paniquer après cette émission. Oui, Okay, c'est pas le but du tout. Au contraire, le but c'est de mettre un doigt sur une série de complications, parce qu'on a fait le choix éditorial, je suis contente d'avoir placé ce mot, de ne parler que de 3 types de complications. Oui. Les plus fréquentes. Les plus fréquentes. Voilà. Pour que vous sachiez, parce que vraiment l'idée de cette émission, c'est que tout le monde soit informé, puisse agir en conséquence, mais il ne faut pas paniquer. C'est ça. Alors, je cite les complications, oui. Oui. Alors, on va parler du diabète gestationnel. Oui. On va parler des placentas qui saignent. Voilà, ça peut arriver. Il y en a plusieurs, donc on va parler de ça. Et on va finir par les problèmes d'hypertension quand on est enceinte, donc la fameuse prééclampsie. Ok. On y va, on commence? C'est parti. Ok. Alors, le diabète gestationnel, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, le diabète gestationnel, c'est, si tu veux, un diabète qui va être diagnostiqué pour la première fois au cours de la grossesse. Okay. Il faut d'emblée distinguer 2 types de diabète gestationnel. On peut parfois dépister un diabète gestationnel chez une femme qui en fait était diabétique mais ne le savait pas. Okay. Et deuxième cas de figure, c'est une femme qui démarre une grossesse et qui va au cours de la grossesse faire ce qu'on appelle un diabète de grossesse, donc le diabète gestationnel. Okay. Les deux ne sont pas liés, oui. Les deux n'ont pas le même mécanisme, oui. ni de survenue ni de gestion, notamment en termes de traitement. Et les modalités thérapeutiques vont être différentes selon le cas. Mais tout diabète qui est dépisté au cours de la grossesse est venu comme diabète gestationnel. Okay. Sauf dans certains cas de figure exceptionnels, mais un diabète de grossesse, c'est ça. Ok. Alors, comment on le dépiste? Comment on sait? Alors, le dépistage de la recherche, si tu veux, ça s'appelle la glycémie, oui. donc, si tu veux, le taux de sucre. Il faut savoir d'abord que le dépistage du diabète gestationnel est passé par des phases très variables. Oui. Au début, on faisait un dépistage de la glycémie en début de grossesse. Oui. Et puis par la suite, on s'est rendu compte que finalement, cette glycémie faite en début de grossesse n'était pas toujours suffisante pour surveiller justement cette grossesse. Ouais. Ça pouvait évoluer en second trimestre. Absolument. Et puis là, on en est à faire ce qu'on appelle le dépistage proprement dit, qui se réalise généralement entre 26 et 28 semaines. C'est d'ailleurs un dépistage pas agréable du tout, parce que voilà, bien dégueulasse. Bien dégueulasse, voilà. C'est ça. Mais ô combien nécessaire et utile. Donc, début de grossesse, on fait généralement un bilan. On inclut dans ce bilan la glycémie à jeun. Quand la glycémie à jeun revient, 2 possibilités. On est face à un taux qui est d'emblée explosif. Oui. Et là, on se dit, bon, c'est peut-être quelqu'un qui est finalement diabétique, mais qui ne le sait pas. Oui. Ou alors, on se dirige tout bonnement vers un diabète de grossesse. Et dans ce cas-là, on le recontrôle donc à 26 et 28 semaines. Deuxième cas de figure, c'est une patiente qui a un taux de glycémie qui est normal en début de grossesse, mais qui va, au cours de la grossesse, présenter d'autres facteurs de risque, ou en tout cas qui a peut-être des antécédents particuliers. Et chez ces patients-là, il est toujours recommandé de faire un autre dépistage à 26-28 semaines. Donc le dépistage, en gros, c'est essentiellement une prise de sang, tout simplement. D'accord. Et tu parlais des facteurs de risque, donc entre les deux dépistages, de quoi on parle? Soit on est en face d'une patiente qui a une histoire familiale de diabète, soit c'est quelqu'un qui a fait un diabète gestationnel à la première grossesse, etc. Soit par contre, ça peut être une patiente qui a fait un premier accouchement d'un bébé qui faisait 4 kilos, etc. Donc il y a un certain nombre de facteurs de risque qu'il faut rechercher à l'interrogatoire. D'accord. Soit c'est tout simplement quelqu'un qui a un diabète, une glycémie qui est normale en début de grossesse et qui va les premiers mois
avoir une prise de poids qui est très, très importante. C'est un point important, ça. Quand on dit de ne pas faire n'importe quoi et qu'il ne faut pas manger, par exemple, cette histoire de manger pour deux, il faut quand même qu'on arrête ça. Ça ne veut rien dire. Ah oui, il faut arrêter ça. Il faut surtout faire comprendre aux hommes. C'est souvent les hommes qui viennent au bord du précipice et complètement désespérés parce que madame ne mange pas assez. C'est une catastrophe absolue. Hein. Bon, quand on veut démarrer une grossesse à 80 kg, vous n'avez pas besoin de manger beaucoup. Hein. Il y a déjà ce qu'il faut. Bon. Donc, effectivement, manger plus pour que le bébé aille mieux, c'est une aberration. Mais c'est vrai qu'on peut parfois être confronté à une prise de poids qui n'est pas habituelle. Oui. Et c'est un pont d'ailleurs qu'il faut dire, parce que ça peut être un élément de diagnostic pour la prééclampsie, on en reparlera. Oui. Mais une prise de poids qui est inhabituelle ou excessive, un bébé qui a on appelle des biométries, c'est-à-dire des mesures qui sont plus importantes que la moyenne. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui font penser, qui alertent et qui doit pousser le praticien à réaliser justement ce dépistage à 26 et 28 semaines. Personnellement, je le fais quasi systématiquement. D'accord. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même... Oui, je suis au courant que tu le fais quasi systématiquement. Voilà, on s'est rendu compte finalement qu'il y a beaucoup de diabète gestationnel qui sont dépistés à 26-28 semaines chez des femmes qui avaient une glycémie de départ qui était normale. Alors, juste pour clarifier les choses, le fameux test de 26 semaines, donc je vais expliquer comment ça se passe. Alors, en gros, on vous envoie au labo descendre une bouteille d'un liquide qui aurait pu être du Fanta, mais n'en est pas. N'en est pas. C'est ultra sucré et très difficile à boire, il faut le boire, voilà. Et donc, du coup, une fois qu'on l'a bu, qu'est-ce qui est censé se passer? En fait, quand ces patientes arrivent, on fait d'abord une glycémie à jeun. Ok. Donc ça nous donne un premier taux. On leur fait boire donc ce fameux liquide dégueulasse. 1 heure après, on fait un deuxième prélèvement. Et puis encore 1 heure après. Okay. Donc ça fait au total 3 prélèvements. En principe, quand vous ingérez du sucre, l'organisme est supposé fabriquer donc, cette fameuse insuline. Insuline, oui. Il faut que j'ai un discours très tempéré, parce que je suppose que ta maman va regarder. Oui, alors pour ceux qui ne savent pas, ma mère est spécialiste du diabète, donc il est un peu sous pression là. Non, mais ta mère n'est pas que spécialiste du diabète. Oui. Ta maman a été ma prof de fac, donc c'est très différent. C'est un peu compliqué pour lui là. Ceci dit, je vous embrasse au passage. Donc, l'organisme qui est supposé contrôler tout ça va fabriquer sa fameuse insuline et réguler ce sucre. Si après 1 heure ou 2 heures, on se rend compte que le taux est plus élevé que la normale, ça veut dire que l'organisme est un peu dépassé et qu'il n'arrive plus à gérer cet afflux de sucre. Okay. Donc on va dès qu'il y a une mesure qui est perturbée, on se dirige sur un diabète gestationnel. Ok, très bien, très clair. Et donc une fois que le diagnostic est posé, qu'est-ce qu'on fait? Alors, encore une fois, tout dépend du taux qu'on va avoir. Normalement, si on veut faire les choses bien dans les règles, c'est d'ailleurs ce que je fais le plus souvent. Heureusement. Voilà. Si on a un diabète gestationnel, si on a une des 3 mesures qui est supérieure à la normale, on reste quand même sur des marges gérables. Exemple, si tu es censé avoir 1 et que tu as 1,2, c'est certes un diabète gestationnel, mais il faut juste expliquer les mesures diététiques. Faire du sport, ce qui est complètement autorisé et recommandé pendant la grossesse, et puis faire une alimentation équilibrée. Si au lieu d'avoir 1, tu te retrouves avec 1,8, bon, c'est clairement, on est dans d'autres proportions. Et généralement, il faut envoyer ces patientes vers un endocrinologue et le suivi se fait à 2, gynéco-endocrino. Ce qui va nous permettre d'avoir une patiente qui est complètement informée sur la surveillance, quand prendre la glycémie, à quel moment je m'alerte, à quel moment je suis dans les fourchettes acceptables. Qu'est-ce que je fais si j'ai un taux qui va au-delà de cette norme, etc. Donc tout ça, c'est aux spécialistes de l'expliquer. Et puis ça va nous permettre, nous surtout, si tu veux, de modifier un peu la surveillance et surtout de réfléchir à les modalités d'accouchement. Parce qu'on sait aujourd'hui que les complications sont plus élevées, en tout cas certaines complications ont un pourcentage plus élevé dans le cas du diabète gestationnel, et on sait qu'on ne laissera pas toujours une grossesse évoluer jusqu'à 40 semaines quand on est avec un diabète qui est mal équilibré par exemple. Donc la stratégie de surveillance est complètement variable selon
le degré, la sévérité du diabète. D'accord. 1,2 ou 1,8, etc. D'accord. Je pense qu'on a été assez clair sur le diabète. Sur le dépistage. Après, il faut savoir que quand on a une patiente diabétique connue, oui, ok, qui démarre une grossesse, le diabète, au-delà de toutes les complications que tout le monde connaît, peut entraîner parfois un risque de malformation cardiaque chez le fœtus autour de 4-5%, donc c'est pas négligeable. Ah oui. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut programmer la grossesse chez une patiente diabétique. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'adapter déjà le suivi, parce que les traitements que tu prends en dehors de la grossesse sont différents de ceux qu'on donne pendant la grossesse. On n'est plus dans le même traitement. Il y a certains comprimés qu'on donne avant, qu'on ne peut plus donner pendant. Ah d'accord, voilà. Okay, très bien. Oui, c'est important de savoir ça. Oui, donc même si vous êtes diabétique avec un traitement équilibré, si on démarre une grossesse, on n'est plus dans la même phase, dans le même groupe de traitement. Okay. Donc, ce qui est recommandé de le programmer, parce que ça nous permet déjà de faire le point sur ce diabète. Est-ce qu'il est bien équilibré? Est-ce que la patiente est complètement informée de ce qu'elle doit surveiller et comment? Et si tout est calé, on lance le projet de grossesse. C'est dans l'idéal. Okay. Malheureusement, ça ne se présente pas toujours comme ça. Et c'est souvent des diagnostics de grossesse qui sont faits chez des patients diabétiques. Parfois d'ailleurs, malheureusement, qui ne sont pas toujours bien suivis. Et on se retrouve un peu tard à vouloir gérer un certain nombre de choses. Et une fois qu'on a fait ce constat, il ne faut pas oublier que la surveillance, notamment échographique, est très variable. On peut être parfois amené à les voir plus souvent, avant le fameux mois. À partir d'un certain terme, il est même recommandé de les voir tous les 15 jours. La surveillance échographique, notamment de certaines malformations cardiaques, qu'il faut savoir dépister, parce que c'est des malformations qui parfois ont besoin d'un traitement dès la naissance. Donc, tout se programme en fait. Voilà. Tout est lié. Tout est lié. Et puis, dernier volet, c'est bien sûr l'accouchement. Jusqu'à quelle semaine je vais laisser la patiente aller? Idéalement, aujourd'hui, toutes les études recommandent 39 semaines. Maximum. Quand on est sur un diabète gestationnel, je vais mettre des guillemets gentils, on peut laisser un peu évoluer plus tard, si la grossesse ne se met pas en place. L'accouchement, pardon. Mais idéalement, 39 semaines, quand c'est une grossesse avec un diabète gestationnel, si les conditions le permettent, il faut déclencher. D'accord. Dans l'idéal. Sinon, on peut observer encore quelques jours, mais c'est de l'huile sur le feu. Et puis, dernier groupe de pathologies, c'est toutes les complications qui peuvent être liées à l'accouchement proprement dit. On peut être confronté à l'accouchement d'un bébé qui a un surpoids, donc avec un poids de naissance qui peut être un peu plus élevé que la moyenne, et toutes les complications qui sont liées à cet accouchement. Taux de césarienne plus élevé, taux de lésions périnéales plus élevé. Donc lié au poids, quoi. Lié au poids, bien sûr. Certaines complications, parce qu'il faut savoir que l'accouchement du bébé d'un fœtus qui a un poids élevé, supérieur à la normale, peut parfois avoir des complications neurologiques qu'il faut savoir éviter. Oui, évidemment. C'est mieux. Et dernière étape, les risques hémorragiques, parce qu'on a un utérus qui est surdistendu. Et on le vide d'un coup, et il lui faut du temps parfois pour se rétracter et limiter l'hémorragie. Donc, à chaque étape de l'accouchement, il y a un risque, qu'il faut savoir anticiper. D'accord, très clair. Dernière étape, une fois que tout est passé, le postpartum, il faut garder à l'esprit que le risque de récidive, parce que quand vous faites un diabète gestationnel, il y a un certain nombre de risques. Il y a un risque que le diabète gestationnel revienne pour la grossesse qui suit. Et il y a surtout un risque de devenir diabétique. Donc tous ces éléments-là, c'est vraiment un suivi du début jusqu'à la fin. Et le suivi, la surveillance ne s'arrête pas à l'accouchement. Il faut quand même un suivi après. Oui, ça c'est important de le dire, c'est parce que si vous avez fait un diabète gestationnel et que tout s'est bien passé après, il faut quand même continuer à se surveiller parce qu'il y a des chances que vous développez un diabète tout court. Pour éviter d'en arriver là, même si bon, il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas toujours, on va quand même rappeler, on l'a dit tout à l'heure, mais on va rappeler mangerbouger.sn. Manger correctement, ça veut dire un régime équilibré. Bouger, encore une fois, ce n'est pas réservé à une femme qui n'est pas enceinte. Absolument pas. Vous êtes censé bouger. Et voilà, et faites-vous suivre, quoi.
quel que soit alpha. Vous êtes d'accord? On est d'accord. Next, les placentas qui saignent. Alors, on va commencer par un peu d'anatomie, juste au cas où. Le placenta, c'est quoi? À quoi ça sert? Alors, le placenta, c'est, pour essayer de faire simple, c'est, si tu veux, une passoire qui va assurer les échanges, notamment sanguins, mais quand je dis sanguin, c'est tout ce qu'il y a dans le sang, entre la maman et le fœtus. Toutes les anomalies qui peuvent toucher le placenta vont avoir des répercussions sur la manière dont le bébé va évoluer. Si ce filtre est bouché, ben forcément le bébé reçoit moins de sang et donc il a une croissance qui est altérée. En principe, le placenta, il a une situation dans l'utérus qui est bien précise. Généralement, il est au fond de l'utérus. Et il va laisser, si tu veux, le col libre pour la sortie du bébé. Il arrive que certains placentas soient situés plus bas qu'au fond de l'utérus. Et cette position... Il glisse, on va dire. Il glisse. Et il se retrouve à proximité du col. Alors, soit ils sont à proximité du col, mais ils ne l'obstruent pas. Mais c'est des placentas qui saignent. On appelle le placenta prévia ou bas inséré. Soit ils sont à proximité du col, mais qui le recouvrent complètement. Et dans ce cas, l'accouchement par voie basse n'est pas possible. C'est impossible, Donc, toutes les anomalies de position du placenta, si tu veux, s'accompagnent généralement de saignements. Le diagnostic est souvent fait très tôt quand même pendant la grossesse. C'est par exemple quand on peut avoir pendant le premier trimestre. Premier trimestre, c'est un peu tôt. Généralement, c'est à partir du deuxième trimestre. Des petits saignements. Voilà. Où le placenta, à partir du deuxième trimestre, occupe une place définitive. Et on sait qu'il ne bougera plus. Il bougera. Ah, ok. Après, ça ne bouge plus. Non. Ça ne bouge plus. Il peut remonter un peu, mais généralement, c'est quelques centimètres. Donc, il ne changera pas fondamentalement la manière dont on va envisager l'accouchement. Et justement, dans le cas d'un placenta prévia, comment c'est diagnostiqué? À l'échographie? C'est souvent des saignements. D'abord, ça commence par des saignements. C'est des saignements qu'on appelle intermittents. C'est-à-dire que c'est des femmes qui vont saigner un peu aujourd'hui. C'est généralement du sang qui est un peu fluide. Ça ressemble un peu à du vieux sang. C'est pas vraiment rouge. Parfois, c'est rouge, puis ensuite, c'est un peu foncé. Vous saignez quelques jours, et puis ensuite, plus rien. Et puis ensuite, encore quelques jours de saignement. Voilà, c'est des saignements intermittents qui généralement surviennent sans douleur. C'est des femmes qui n'ont pas mal. Et donc, le diagnostic, essentiellement, est fait à l'échographie, où on va, à l'échographie, repérer la position du placenta. Une fois que ce diagnostic est fait, on informe la patiente. Vous allez probablement repasser par d'autres phases de saignement. On la rassure, on lui explique. Et on continue la surveillance essentiellement échographique. Si c'est un placenta, comme je te disais, qui est un peu bas, mais à distance du col, on le surveille, mais on ne s'en préoccupe pas trop. Mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il est là. Si par contre c'est un placenta qui bouge complètement le col, on sait d'emblée que c'est une patiente qui va être programmée pour une césarienne, puisque l'accouchement par voie basse, normal pour un bébé qui va bien, une maman qui va bien, est quasiment impossible, ou alors il y a un risque d'hémorragie qui est extrêmement important. Et justement, alors, est-ce que c'est déjà arrivé dans ta carrière que tu reçoives une patiente qui accouche et que tu te rends compte pendant l'accouchement, au début de l'accouchement, je ne sais pas comment ça se passe, que le placenta obstrue le col? Oui, mais enfin, en pratique privée, un peu moins, parce que généralement les patients sont suivis, mais à l'hôpital, c'est très commun. Parce qu'on est confronté parfois à des patientes qui n'ont pas forcément un suivi régulier, qui n'ont pas fait plusieurs échographies et qui arrivent le jour de l'accouchement avec des contractions et un saignement. Et quand on fait un toucher vaginal pour examiner, on ne tombe pas sur une tête ou sur un fœtus, on tombe sur le placenta. Donc, le jour J, j'ai envie de te dire, le diagnostic est assez simple, mais ce n'est pas l'idéal, il ne faut pas le faire à ce moment-là. Mais à l'hôpital, c'est très fréquent. Après, ce qu'il faut surtout rappeler, c'est que le placenta prévia ou les anomalies d'insertion placentaire, c'est un peu la faute à pas de chance. Il y a quand même des facteurs de risque qui sont extrêmement importants, il faut rappeler. Le drame absolu, c'est la césarienne, et c'est pour ça que j'ai voulu en parler. Quand vous avez une césarienne, vous multipliez le risque d'avoir une anomalie par 3 ou 5. Donc c'est un message important à toutes celles qui souhaitent accoucher par césarienne. Qui font des césariennes de parce que c'est plus sympa. C'est jamais anodin. Et en plus, c'est faux. Même si c'est un geste, j'aime pas dire banal, mais bon, voilà.
c'est jamais anodin parce qu'il y a des complications qu'on ne soupçonne pas toujours. Évidemment. Nous, on a vu en clinique des patientes à qui on a dû retirer l'utérus complètement parce qu'il y avait une anomalie de ce placenta pour une deuxième césarienne. C'est pas si anodin que ça. Bon, il faut toujours réfléchir à la première césarienne, poser bien le pour et le contre. Après, quand ça arrive, malheureusement, ça fait partie des facteurs de risque, mais voilà. Donc, la césarienne antérieure multiplie le risque par 3 à 5. Si c'est des patientes qui ont eu parfois ce qu'on appelle des aspirations, des fausses couches, à qui on a fait des aspirations, il faut dire aspiration et pas curetage. Curetage, c'est à bannir. Ok. Ça augmente un peu le risque. Et puis, quelqu'un qui a fait un placenta prévié à cette grossesse a des chances d'en refaire à la grossesse suivante. Tous ces facteurs ne sont pas toujours modulables dans le sens où on ne peut pas anticiper une fausse couche. Bon. Par contre, la césarienne, je le répète, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas anodin, ça reste un geste chirurgical. Et tant qu'on peut l'éviter, il faut l'éviter. Après, il ne faut pas l'avoir non plus comme une sanction, mais c'est jamais anodin. Et vous faire retirer l'utérus pour une deuxième césarienne, parce que la première, j'avais pas envie de pousser, c'est rageant. Là, on le fait parce qu'on sauve une vie. Il faut sauver une vie. Mais bon, voilà. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Il y a d'autres types de placenta qui saignent. Il y a d'autres types de placenta, ce qu'on appelle les placenta accreta. Parce que la nature étant bien faite, une fois que le bébé est expulsé, le placenta, il se décolle. Il faut imaginer une bande de scratch, en fait. Donc il est fixé sur l'utérus. Une fois que le bébé est sorti, ce placenta se décolle et on le délivre. C'est un second accouchement. Et donc le placenta est expulsé à son tour. Il arrive parfois que ce placenta ne se décolle pas. Il reste fixé dans la paroi d'utérus. Et ça entraîne un risque hémorragique extrêmement important. Les modalités de prise en charge sont variables selon l'importance de l'hémorragie et le degré de fixation de cette placenta. Généralement, ça se termine bien, mais le risque hémorragique, il est quand même extrêmement élevé. Alors, comment ça se passe? Donc déjà, quelle est la fenêtre en général pour que ça se décolle? À quel moment on commence, l'équipe qui s'est chargée de l'accouchement commence à s'inquiéter ou à se dire qu'il faut peut-être intervenir? Et après, comment on intervient justement pour le décoller? Alors classiquement, nous on aime bien raisonner par intervalle, un peu comme les checklists, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que classiquement, il faut se donner 15 minutes entre la sortie du placenta, enfin par la sortie du bébé et l'expulsion du placenta. Après, se donner 15 minutes ne signifie pas qu'il faut appeler les pompiers à 16 minutes, on se comprend. Si au bout de 15 minutes, il n'y a pas eu d'expulsion du placenta, il faut se demander pourquoi. Et là, on refait tout le film de la grossesse. Est-ce que c'est une patiente qui a des facteurs de risque particuliers? Est-ce qu'on s'y attendait ou pas, etc. Première alternative, on va le chercher. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle une délivrance artificielle. À la main? Oui, à la main. Ça fait mal? Quand il n'y a pas de péridurale, oui. Ça fait très mal. On met la main dans l'utérus pour retrouver où se situe le placenta et le faire sortir. Après, une fois qu'on a fait une tentative de délivrance, si en tirant sur le placenta, on se rend compte qu'il ne vient pas, ben ça veut dire qu'il est accroché. Il faut vous imaginer des crampons. Et quand il ne se décolle pas, on comprend qu'il y a une anomalie d'insertion. Et à ce moment-là, le traitement devient chirurgical. C'est pour ça que je te demandais à la main ou pas, parce que première étape, la main, et après sinon... Première étape, la main. Si on ne l'a pas, ça devient une chirurgie. Ça, encore une fois, c'est des situations qui ne sont pas censées être découvertes à l'accouchement. Parce que le placenta, si on a fait un suivi, qu'il soit bien inséré ou pas, en haut, en bas, devant le col ou pas, c'est censé être vu pendant la grossesse. Après, on n'est pas des surhumains, ça peut passer inaperçu. Le tout est de le diagnostiquer tôt après l'accouchement et d'apporter le traitement approprié. D'accord. Et quand tout s'est bien passé, qu'on a réussi à le sortir, même s'il y avait une anomalie d'insertion à la base, il n'y a pas d'impact est-ce qu'il y a un impact sur les grossesses postérieures ou pas? On considère, par principe, que quelqu'un qui a fait une anomalie d'insertion placentaire une fois, on fera toujours.
Ça ne veut pas dire que ce sera le cas. Oui. Mais nous, on se prépare en conséquence. C'est dans le dossier et après, on se dit, pas de surprise. Absolument, anomalie d'insertion placentaire la première fois, donc on a toutes les chances que ça se répète, et tout devient anticipé. À partir du moment où on anticipe, on prend mieux en charge. D'accord. Comme tu disais, en fait, du coup, si c'est dans le dossier et qu'au bout de 14 minutes, du coup, le placenta n'est pas venu, on sait à quoi s'attendre, exactement. On a couvert tout ce qu'il fallait couvrir sur le placenta qui saigne. Je pense. Oui. Je pense, oui. Ok. Les choses les plus graves, en tout cas. Ok. On va passer au gros morceau de cette émission, les problèmes liés à l'hypertension artérielle et particulièrement à la prééclampsie, parce qu'on a eu beaucoup de questions dessus dans nos DM respectifs. Alors, définition de la prééclampsie, de quoi s'agit-il? Et du coup, là, si tu peux nous donner un peu de chiffres, ce serait cool. Alors, je pense qu'il faut aborder le problème de la même manière qu'on aborde le diabète. Deux cas de figure. On peut avoir le cas d'une patiente qui est hypertendue et qui va faire une grossesse. Les principes sont les mêmes que pour le diabète, c'est-à-dire qu'il faut programmer la grossesse parce que les médicaments ou le traitement peuvent changer. Ce qu'on peut prendre avant la grossesse ne sera pas le même. Donc, hypertendu, je veux faire une grossesse, ça se programme dans l'idéal. Dans le cas où la grossesse vous tombe dessus, très vite on adapte le traitement. Mais j'ai envie de te dire finalement que quand on sait que c'est des patientes qui sont hypertendues et qui démarrent une grossesse, c'est finalement peut-être moins de risques. Parce que généralement, c'est des traitements qui sont relativement bien suivis. Le gros problème, entre guillemets, c'est la prééclampsie. Donc c'est une hypertension artérielle qui s'accompagne de ce qu'on appelle une protéinurie. Donc ça, c'est un des éléments qu'on recherche au niveau des urines. Mais qui vont se manifester, si tu veux, par un certain nombre de signes qui sont assez simples, assez flagrants et qui apparaissent généralement au deuxième trimestre à partir de 20 à 22 semaines. Parfois, on peut les avoir plus tôt. Il faut savoir qu'en termes de chiffres, c'est à peu près 5 à 10% des grossesses. La prééclampsie représente la deuxième cause de mortalité quand même, après l'hémorragie. Mortalité maternelle. Elle est grevée de complications qui sont parfois très graves pour la maman et surtout pour le bébé, parce que plus elle survient tôt, plus le risque de prématurité est important. Et donc, qui dit prématurité, dit aussi pronostic réservé pour le bébé. Donc, en termes de chiffres, c'est quand même ça, c'est 5 à 10% avec un taux de mortalité qui reste très élevé. En ce qui concerne les signes, je suppose que tu vas me demander ça. Oui, c'est ce que j'allais te demander. En ce qui concerne les signes, c'est à l'examen une tension qui grimpe. Alors, je ne vais volontairement pas donner les chiffres avant parce que que sinon tout le monde on va se retrouver demain avec des hypertensions chez tout le monde. Ça, on saura vous expliquer, en tout cas votre médecin saura vous dire à partir de quand il faut s'inquiéter. Des chiffres tensionnels qui augmentent. Et on a une série de petits symptômes, des maux de tête qui sont très fréquents. On a le visage qui devient un peu bouffi. On est un peu enflé les mains, les pieds, les jambes. On peut avoir ce qu'on appelle des acouphènes, c'est-à-dire que les oreilles qui bourdonnent un peu. Voilà. Et puis on a l'impression qu'on fait moins pipi. Alors, avoir tous ces symptômes avec une tension normale, c'est clairement pas une prééclampsie. Quand elle est liée à une hypertension artérielle, il faut se dire que c'est ça jusqu'à preuve du contraire. Et c'est le lien que je faisais avec le diabète. C'est qu'on peut avoir par exemple une patiente qu'on suit on va dire à 20 semaines de 21 semaines, avec un poids qui est normal. Tu peux la revoir un mois après et tu te rends compte en fait qu'elle a pris 4 ou 5 kilos, avec un aspect assez remarqué, c'est-à-dire que bouffi, des œdèmes, etc. C'est une prise de poids qui est due à une rétention. Et donc la prise de poids peut parfois aussi alerter sur d'autres complications. C'est le lien que je voulais faire avec le diabète. Mais c'est essentiellement ça. Et donc, une fois que le diagnostic est fait, il faut d'emblée, là par contre, on déclenche le plan Vigipirate. C'est-à-dire qu'il faut tout mettre en œuvre, parce qu'il n'y a pas de prééclampsie qui s'arrange avec le temps. Une prééclampsie, quand elle apparaît, plus elle apparaît tôt pendant la grossesse, moins le pronostic est bon. Oui, parce que ça va empirer. Et on ne peut pas avoir une prééclampsie à 23 semaines et se dire que ça va aller mieux à 28. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, dès que c'est là, c'est le plan Vigipirate. Après, tout dépend de la sévérité,
si tu veux, à titre d'exemple, avoir une hypertension à 14,9, même si on considère que c'est une prééclampsie, n'a pas le même pronostic que si on est à 16,11. D'accord. Donc il y a toujours une fourchette acceptable jusqu'à un certain terme. Et cette pathologie-là, si tu veux, elle est liée à un dysfonctionnement du placenta. Okay. Ce qui fait que les échanges entre la maman et le fœtus sont altérés. Comme ce filtre ne fonctionne plus, le fœtus reçoit moins de sang. Et donc la première, en tout cas la complication la plus importante de la prééclampsie, c'est soit un fœtus qui est très petit, oui. Okay. soit qu'il y a un fœtus qui a un retard de croissance, okay. ou alors un fœtus qui a jusque-là eu une croissance normale et qui par la suite, ce qu'on appelle, a une courbe de croissance qui va se casser. Okay. Donc toute la maladie est liée à la présence de ce placenta. Et si tu veux, dans le vécu de la prééclampsie, c'est très particulier. Oui. Et je peux comprendre parce que il faut prendre le cas où cette patiente ou cette femme a une grossesse qu'elle a peut-être tellement désirée. Et elle se retrouve avec une complication qui est en fait liée à cette grossesse-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc en fait, le bébé qu'on attendait devient un peu la source du problème que j'ai. Nous, à partir du moment où le diagnostic de prééclampsie est fait, la priorité absolue devient la maman. Oui. Donc, soit on arrive à gérer les chiffres tensionnels jusqu'à un terme où il faut arrêter la grossesse. Quand je dis arrêter la grossesse, c'est-à-dire provoquer l'accouchement. Oui. Soit on est face à une patiente qui a des chiffres qu'on n'arrive pas à maîtriser. Oui. Et à ce moment-là, il faut d'emblée prendre la décision, c'est parfois très difficile, d'interrompre la grossesse. Parce que le pronostic maternel vital est parfois engagé. Okay. Les degrés de sévérité vont crescendo, les complications vont crescendo. On va d'une prééclampsie juste avec quelques symptômes jusqu'à l'éclampsie. Oui. L'éclampsie, c'est carrément des crises convulsives. C'est des convulsions, comme on peut en avoir chez par exemple les épileptiques. Oui. Et là, l'urgence absolue, c'est d'arrêter tout de suite la grossesse. Ok. Et ça arrive Dieu merci, de moins en moins, parce que le diagnostic est fait souvent de plus en plus tôt, mais ça arrive encore. Et tout le but du management de la grossesse, c'est justement éviter d'arriver au stade de prééclampsie sévère et donc d'éclampsie. Okay. Après, au niveau des facteurs de risque, si tu veux, on sait aujourd'hui que les grossesses jeunes, les femmes très jeunes, ont plus de risques de faire une prééclampsie. Quand on fait une grossesse à 18, 16 ou 17, parce qu'il faut savoir que dans certains endroits du pays, les grossesses, ça démarre à 16 ans. Hein. Donc, un âge jeune augmente le risque de faire une prééclampsie. Et de la même manière, à 40 ans ou 41 ans, on a plus de chances également, de risque de faire une prééclampsie. Les antécédents de prééclampsie augmentent le risque d'en faire une autre, à peu près de 50 à 75%. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable, donc il faut considérer que c'est ça. Très souvent, j'allais dire bizarrement, mais en fait non, très souvent, c'est un épisode qui se manifeste à la première grossesse, et pour le reste, il arrive souvent que les choses entrent dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on peut faire une prééclampsie à la première et puis plus rien à la deuxième. Mais il y a quand même un risque de récidive qui n'est pas négligeable. On a parlé de la prise en charge pendant la grossesse. Est-ce qu'il y a une façon d'envisager l'accouchement qui est différente quand on a une prééclampsie diagnostiquée et qu'on sait à peu près où on met les pieds? Est-ce qu'il y a une façon d'envisager les choses? Oui, alors une fois que la prééclampsie est maîtrisée, c'est-à-dire qu'on a des chiffres tensionnels qu'on arrive à maîtriser, il faut se fixer des objectifs et se dire qu'arrivé à un certain nombre de semaines, il faut stopper la grossesse. Si tu veux juguler des traitements négociés avec des chiffres tensionnels, quand on est à 30 semaines ou à 31 semaines, ça se comprend. Quand on est à 35 semaines, ça devient inutile, parce que le bébé a largement ce qu'il faut pour être dehors. Donc, on maîtrise les chiffres. Arrivé à un certain nombre de semaines, il faut discuter de la voie d'accouchement.
On peut, si les conditions le permettent, provoquer un déclenchement, faire un déclenchement et un accouchement par voie basse. Dans le cas où les conditions ne sont pas favorables pour un déclenchement par voie basse, il faut envisager une césarienne, clairement. Les complications rejoignent un peu les complications hémorragiques. On a des chiffres tensionnels qui sont élevés, donc le débit sanguin est parfois plus élevé, donc les risques d'hémorragie sont plus importants. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Les complications d'ordre rénal sont extrêmement importantes aussi. Il y a beaucoup de protéines dans l'urine. Exactement. La prééclampsie n'est pas qu'une question de tension. Elle touche plusieurs organes. Elle touche le foie, et c'est parfois ce qui explique les hémorragies, parce qu'il y a un trouble de la coagulation, c'est-à-dire que le sang ne se coagule plus, et donc on saigne et on fait une hémorragie. Elle touche le rein, et donc on a une fonction rénale et on a l'élimination des urines qui ne se fait plus du tout. Et quand le rein n'élimine plus les urines, l'organisme toxine. Et bien sûr, les complications d'ordre neurologique, puisque ça touche aussi le cerveau. Entre autres, il y a plein d'autres organes, mais il faut constamment garder à l'esprit le foie, le rein, le cerveau, parce que c'est ce qui est de plus, entre guillemets, noble. Et tant que cette gestion est maîtrisée, on laisse la grossesse avancer. Si par contre on est en face d'un fœtus qui, pour toutes ces raisons, a une croissance qui est ralentie ou un fœtus qui ne prend plus de poids, c'est clairement un fœtus qui est dans un environnement qui n'est plus propice. Et donc, même si les chiffres sont maîtrisés, il faut interrompre la grossesse. Pour la suite de l'accouchement, il faut encore une fois l'envisager. Comme le diabète, une prééclampsie, on n'est pas guéri de cette prééclampsie avec l'accouchement. On peut développer les complications de la prééclampsie plusieurs semaines après l'accouchement. On a eu des cas de patientes qui ont convulsé à domicile après l'accouchement. Donc le traitement, il faut le prendre plusieurs semaines après l'accouchement. Il faut encore une fois un suivi avec plusieurs spécialistes souvent. Nous, on fait beaucoup appel au cardiologue. S'il y a un problème au niveau de la fonction du rein, très souvent, c'est des patientes qui sont vues aussi par les néphrologues. Donc c'est une prise en charge qui démarre souvent pendant la grossesse et qui se continue, qui se prolonge bien après l'accouchement, parfois plusieurs semaines, avant d'être fixé sur une donnée très simple. Est-ce qu'il s'agissait d'une prééclampsie pure, c'est-à-dire une hypertension qui apparaît avec la grossesse et qui disparaît avec la grossesse, ou alors on va se retrouver avec une patiente qui finalement va faire une hypertension artérielle, une prééclampsie, et qui va avoir des chiffres qui vont rester élevés. Et on la considère comme une hypertendue. Ce qui est important à prendre, notamment pour envisager une grossesse ultérieure. C'est très clair. Je te remercie. On a vu ce qu'on devait voir aujourd'hui. On a vu ce qu'on devait voir, mais on fait comme à chaque fois. Des questions vont sûrement suivre. On va évidemment faire un live pour débriefer. Pour débriefer tout ça. Je vais terminer comme on a commencé en disant quand même qu'il ne faut pas paniquer. Oui. Ce pourquoi on parle de ça, c'est que l'information, c'est quand même le savoir, c'est quand même le pouvoir. Une fois qu'on sait, les choses se gèrent à peu près bien, et que en cas de doute, allez consulter, allez voir votre médecin. C'est quand même votre plus grand allié dans ce genre de cas. Voilà. Merci docteur. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bye.